Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les vengeurs du delta du Niger ont annoncé qu'ils déposaient les armes et rentraient en négociation avec le gouvernement nigérian. Quelle crédibilité accorder à cette déclaration? Le décryptage dès le début de ce journal. En Égypte, les églises coptes, orthodoxes, protestantes et catholiques désapprouvent la loi sur la construction des lieux de culte chrétiens. Une loi qui devrait pourtant en principe simplifier la construction de ces lieux. Le Gabon est l'un des pays qui affiche les meilleurs taux de scolarisation en Afrique, des chiffres qui ne vont pas de pair avec la réussite scolaire, avec des redoublements particulièrement élevés sur l'ensemble du territoire gabonais. Mais en Tunisie, tout d'abord, Mashrouan Tounes accorde un soutien conditionnel au gouvernement de Youssef Chahed, dévoilé le 20 août. Un vote de confiance à ce gouvernement que le parti de Mohsen Marzouk conditionne à la signature du document de Carthage, un document qui définit les priorités du gouvernement d'union nationale avec la lutte contre le terrorisme et la corruption comme axe prioritaire. Les vengeurs du delta du Niger déposent donc les armes pour négocier. Il y a quelques jours, vous le savez, ils avaient menacé de déclarer l'indépendance de cette région pétrolifère du Nigeria. Ce revirement de situation est loin de faire oublier les ambitions clairement séparatistes des NDA qui disposent du soutien des leaders pro-Biafra. Graziella Tchakounte revient sur ce rétropédalage. Les vengeurs du delta du Niger déposent les armes. Le groupe rebelle a annoncé un cessez-le-feu ce lundi pour négocier avec le gouvernement fédéral. Un volte-face inattendu après 8 mois de sabotage des installations pétrolières qui ont amputé les capacités d'exportation du Nigeria de plus d'un demi-million de barils par jour. Nous nous engageons à observer une cessation des hostilités dans le delta du Niger contre tous les intérêts des multinationales pétrolières. Nous voulons discuter autour d'une table avec le gouvernement du Nigeria, des représentants des pays d'où sont issues les multinationales pétrolières et des membres de la communauté internationale neutre. Au nombre des revendications de la rébellion figure l'attribution de 60% des blocs pétroliers en faveur des communautés locales, la libération immédiate du leader indépendantiste pro-Biafra Nnamdi Kanu ou encore le maintien du traité d'amnistie tel qu'il a été signé par le précédent gouvernement de Goodluck Jonathan. Des revendications sur lesquelles les autorités actuelles devront faire preuve de fermeté. Mais ce sont des gens qui se sont toujours battus pour obtenir une répartition équitable des richesses de cette région du Nigeria. Le gouvernement nigérian et son président doivent savoir quand même que le moment est venu pour montrer aux citoyens nigériens et à la communauté internationale qu'ils peuvent régler des crises internes. Cela est déjà en train de faire fuir les investisseurs et de mettre en cause de façon extraordinaire l'unité nationale. Donc pour moi, c'est l'occasion de faire preuve de fermeté et de montrer qu'on ne négocie pas sur la souveraineté nationale. Hostile à toute négociation, il y a encore quelques jours, les vengeurs du delta du Niger avaient menacé de déclarer l'indépendance de cette région le 1er octobre 2016, accusant le président nigérian Muhammadu Buhari de mauvaise gestion. Avec ce rétro-pédalage, l'idée d'une scission semble désormais écartée, du moins pour l'instant. En Égypte, je vous le disais en titre, la nouvelle loi sur la construction des églises présentée à la mi-mai au Parlement fait polémique. Une nouvelle législation qui devrait pourtant abroger celle qui remonte à la période ottomane avec des règles très restrictives qui interdisent par exemple l'édification d'églises chrétiennes à proximité des écoles ou encore des édifices gouvernementaux. Corinne Comdem. En Égypte, le projet de loi sur la construction des églises présenté à la mi-mai devrait être adopté prochainement. Cependant, les églises des coptes orthodoxes, protestants et catholiques qui approuvaient au départ ce projet s'y opposent désormais. Pour cause, les restrictions contenues dans l'actuelle législation n'ont pas été modifiées. En effet, selon cette loi qui date de la période ottomane, une église doit obtenir le permis de la sécurité nationale, ainsi que celui de presque toutes les administrations, y compris le ministère de l'Irrigation et des chemins de fer pour être construite. Les chrétiens en Égypte coptes, ils sont là pour l'éternité, une composante de la société égyptienne. Qu'on le veuille ou non, cette part de la société restera toujours en Égypte. Le nouveau projet de loi constitué de 8 articles était censé supprimer ce processus qui, selon certains responsables des églises catholiques orthodoxes, constitue l'une des entraves les plus importantes à l'édification des lieux de culte. L'Église copte est dans sa vocation de pouvoir
construire des églises, continuer à prospérer, c'est un enjeu fondamental, un enjeu intérieur. Évidemment, ça va s'inscrire, hélas, dans une forme de rapport de force, parce qu'il faut imposer ou parfois contrer ce projet de loi qui ne semble pas faire l'autorité de l'Église copte. Il y a des tensions à prévoir, mais la situation est difficilement prévisible d'aujourd'hui. Notons que ce nouveau projet de loi apporte de nouvelles conditions, notamment celle selon laquelle la superficie d'une nouvelle église se doit d'être proportionnelle au nombre de chrétiens du quartier ou du village où elle est construite. En Angola, plus de 2000 ouvriers ont entamé depuis ce mardi une grève au port de Lobito, deuxième plus grand port de fret du pays, en cause le non-paiement des salaires pour ces travailleurs de ce port. Un port qui serait, selon les autorités, en pleine crise économique avec un impact particulier au niveau des importations de marchandises dans le pays. Au Gabon, la situation de l'enseignement affiche un taux d'alphabétisation qui se situe, voire dépasse les 90%. Un chiffre record dans la région, mais force est de constater qu'au-delà de cette performance, le Gabon affiche aussi un taux d'échec alarmant avec des redoublements toujours plus nombreux. Gladys Mamba. Comment se porte le système éducatif gabonais? Avec un taux de scolarisation de 96,4% en 2012 et un accès équitable garanti aux filles et aux garçons, l'école gabonaise en termes de fréquentation se porte bien. Seulement voilà, le faible taux de réussite dans l'enseignement primaire inquiète parents d'élèves et acteurs du secteur. Le Gabon enregistre en effet un taux de redoublement de 37%, le taux le plus élevé au monde et 2 fois supérieur à la moyenne africaine. Le taux de déperdition scolaire serait quant à lui estimé à 40%. On n'a pas de véritable système qui obéisse à un programme éducatif bien précis. Le système éducatif, ma foi, répond à des objectifs qu'on s'est fixés. On identifie des secteurs dans l'éducation et pour ces secteurs, on fixe le cap, on forme, on investit en termes d'infrastructures, en termes de formateurs pour la génération que nous voulons former. En 2013, l'éducation nationale constituait l'un des principaux postes d'affectation budgétaire au Gabon avec 4,41% du budget national. Un investissement certes important mais encore insuffisant selon plusieurs rapports sur le système éducatif gabonais. Pour la majorité des Gabonais, le système éducatif gabonais nécessiterait une réforme profonde allant de la valorisation de la fonction enseignante à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Une réforme qui doit également prendre en compte les acteurs privés du secteur. Aujourd'hui, c'est déjà fait. Il y a l'adaptation du cadre institutionnel. Ensuite, nous passons au renforcement de l'appui public-privé, parce qu'il s'agit là d'aller vers les entreprises. Il faut adapter la formation aux besoins des entreprises. Et ça, les discussions sont en cours. Et ensuite, il faut aller chercher les financements. Les financements, nous les avons déjà. En février 2016, le projet « Un jeune, un métier » de l'existence à l'emploi a été lancé par le ministère de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Un programme destiné à offrir à plus de 2500 jeunes gabonais des opportunités de formation dans plus de 50 filières. En Afrique subsaharienne, le cancer représente 10 à 20% des pathologies chroniques. Il touche en priorité les femmes de 45 à 55 ans, avec en première ligne le cancer du sein dont a été confrontée la journaliste et écrivaine ivoirienne Agnès Crédy, qui a récemment publié « Tu me fous les boules », un témoignage saisissant avec au bout du combat l'espoir de vivre. Oumou Kalsoumba. Un titre choc pour faire sortir les lecteurs de leur gonds et susciter une réelle prise de conscience. C'est la démarche de la journaliste Agnès Crédy en mettant sur le marché son ouvrage sur le cancer du sein. En Côte d'Ivoire, chaque année, près de 20 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés. 80% des cas sont diagnostiqués tardivement avec un taux de mortalité de 54%. Tu me fous les boules, titre de l'ouvrage de la journaliste, veut sauver des vies en décomplexant les femmes atteintes de cette maladie. Même si les hommes peuvent développer le cancer du sein, ce sont les femmes qui en sont les victimes prépondérantes. Le livre veut redonner espoir aux femmes qui pensent que le cancer du sein est une condamnation à une mort certaine.
avoir une boule dans les seins, c'est peut-être avoir un furoncle ou c'est peut-être avoir juste un simple kyste. Et on prend le temps d'attendre que le cancer pourrisse notre corps avant de réaliser que nous avons un cancer. Conclusion, ce sont 90 ou 85% de femmes qui partent en situation de mortalité quand elles vont donc traiter leur cancer. Donc le livre, c'est d'abord inscrire la démarche de prévention dans la démarche habituelle par rapport à une pathologie dont on ne guérit pas peut-être forcément, mais avec laquelle on peut vivre. Mais dont on guérit si on s'y prend tôt. Donc l'idée, c'est de dire, si vous vous prenez tôt pour repérer votre boule qui est dans votre sein, par l'autopalpation ou par la palpation ou par la mammographie, simplement, il est évident que si la boule est encore plus petite, on peut vous la retirer et vous pouvez continuer à vivre. Écrit dans un style alerte, l'ouvrage de la journaliste Agnès Crédy emprunte très peu à la fiction romanesque. C'est plutôt un témoignage que le cancer du sein peut être vaincu si la sensibilisation et le dépistage sont utilisés comme moyen de lutte. Dans son livre, Agnès Crédy parle en connaissance de cause puisqu'elle est une survivante du cancer du sein. C'est une maladie, c'est vrai, c'est mortel, c'est vrai, ça fait peur, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut changer les choses quand on a un cancer? Dans ces conditions, comment vivre avec les choses qu'on ne peut pas changer? Aborder les choses avec une vie plus rieuse, avoir une vie qui est plus ouverte, avec un horizon qui est plus élargi, plus lumineuse, parce qu'on s'est dit tout d'un coup, peut-être que le temps qui nous reste à vivre n'est peut-être pas long, mais alors le temps que j'ai à vivre, je le vis pleinement ce temps-là. Et du coup, j'ai toujours en tête cette réflexion de cette chanteuse américaine Joan Baez qui nous dit, vous n'aurez pas le loisir de choisir comment et quand vous allez mourir, mais vous pouvez décider de comment vous voulez vivre. Une réédition de l'ouvrage est prévue pour le mois d'octobre, choisi au plan international comme période de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. L'ouvrage sera enrichi de nouveaux chapitres pour mettre la lumière sur un tueur silencieux. Aujourd'hui, la médecine dispose des moyens pour vaincre le cancer du sein s'il est découvert à temps. C'est le message principal d'Agnès Crédy en s'adressant aux femmes qui ne doivent plus avoir peur ou honte du cancer du sein. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.